Laura, bonjour. Bonjour. Donc tu es la directrice de Deschênes-Scholing en France. Et on s'était rencontrés l'été dernier quand je suis passé à Deschênes-Scholing et on avait parlé de se voir pour échanger entre centres et puis aussi voir un peu toutes nos différences. Nous ici en Amérique du Nord, toi en Europe, un centre terrestre, nous on a un centre urbain, on n'est pas la même génération, etc. Enfin, il y a plein de choses intéressantes qui peuvent surgir de cet échange. Et je te remercie d'avoir eu le courage de te prêter à cet exercice. Voilà, donc je vais te laisser te présenter, alors personnellement d'abord, et puis ensuite tu te présenteras un peu ton rôle à Deschênes-Scholing, puis oui, éventuellement après on discutera de comment tu es arrivé à Shambhala. Ok. Je te laisse la parole. Merci beaucoup pour l'invitation et aussi l'opportunité d'avoir cet échange et aussi l'énergie que tu mets dans de créer de l'échange entre des centres, des membres du Sangha et d'éclaircir un peu des perspectives différentes. Donc moi, je m'appelle Laura Putz. Je suis née en Allemagne dans une foyer, dans une ménage Shambhala. Donc je suis la aînée de trois frères. Donc j'ai trois frères plus petits. Et ouais, donc moi je suis grandie avec l'hymne Shambhala, les journées Shambhala où on s'est réveillé très très tôt pour lever les drapeaux, pour avoir un brunch avec la communauté Shambhala où on pratiquait, où on entendait les parents chanter et nous on savait dire Kiki Soso de très bon âge. Et après, moi, j'ai fait Sandcamp quand j'avais 11 ans. Ça n'existait pas encore en Europe. Donc moi et quelques copines qui étaient un peu plus âgées que moi, on est allés à Dorje Denmaling. Et c'est vraiment là où moi j'ai vraiment fait une lien, une connexion très fort avec Shambhala et l'expérience de la bonté fondamentale. Donc dans ce cadre d'être à l'extérieur avec beaucoup des autres jeunes et enfants. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis un peu plus les niveaux Shambhala, les activités dans le centre. Et on avait aussi la chance d'avoir un body school. Donc c'était une fois par mois, les dimanches, chez un membre du Sangha qui nous a expliqué un peu la roue de la vie, des enseignements Shambhala pour des jeunes. Et puis, donc, j'étais continuellement impliquée dans des sandcamps. J'étais participant et après, j'ai assisté dans le cadre des staffs. Et puis, j'ai commencé mes études en même temps. J'ai fait des études de langue. C'était la communication multilingue en anglais et français. Et puis, après, je suis partie pour faire un bénévolat en Haïti après le tremblement de terre. Donc, j'étais là-bas pour 6 mois et je me dis, j'aimerais bien faire ça comme carrière. Donc, après, j'ai commencé un master en action humanitaire internationale. Et pour les prochains 15 ans, j'ai voyagé dans des contextes, des pays qui ont été impactés par des catastrophes naturelles ou des guerres. Et j'ai géré des projets. Et l'année dernière, non, c'était 2022. Maintenant, je pense, je me disais, j'aimerais bien retourner à Deschênes-Scholing pour faire une retraite. Et donc, j'ai regardé leur site web. Il y avait quelque chose qui semblait très intéressant. C'était une retraite en silence. Et j'étais en Ukraine à l'époque, à Kiev, pendant la guerre. Et je recevais un appel du directeur de Shambhala Europe, Ivan Trusher, qui me demandait si j'étais pas intéressée par le poste de directrice de Deschênes-Scholing. Et je me disais, ah non, ça me semble bien compliqué, je pense pas. Mais j'étais donc c'était déjà planifié
que j'ai dû venir pour la retraite. Et donc, je disais, bon, je vais venir dans 2, 3 semaines et on verra à ce moment-là. Donc, je suis venue et j'ai marché les chemins que je connaissais très bien depuis 30 ans et je me disais, ah, mince, mais en fait, la décision, elle est déjà prise. Et donc après, ça m'a pris encore 2, 3 semaines pour que je osais admettre à moi-même et les gens autour de moi que c'était vraiment la décision que j'avais prise et que oui, j'aimerais bien prendre ce poste de directrice. D'une côté, parce que j'ai vraiment réalisé toute la richesse que moi j'ai pu vivre, avec laquelle je pourrais grandir et que c'était important pour moi de contribuer à que, que ça vivre encore plus longtemps et que il y avait une demande très claire auprès de moi d'assumer cette poste. Et donc, c'était à moi de maintenant dire oui. Euh, et, euh, et que aussi, c'est un lieu magnifique de Tschentschuling. C'est un parc de 50 hectares et on utilise très, très peu de ça, mais avec des centenaires, des arbres qui sont magnifiques, qui sont très vieux. Et oui, donc c'est un endroit incroyable et j'aimerais bien contribuer pour que ce lieu est utilisé par des pratiquants, leurs familles et des prochaines générations. Et voilà, donc ça Oui, c'était alors, le cadre. comme toi, j'aime beaucoup Deschenchuling. J'y vais à chaque fois que je vais en France, je passe à Deschenchuling. Et c'est quand même un centre qui a des possibilités importantes. Alors comment tu vois, toi, cet avenir de Deschenchuling peut-être c'est dépendant aussi de l'avenir de Shambhala, on en parlera après, mais déjà au niveau du centre lui-même. C'est une bonne question. C'est une grande question. C'est une question qu'on se pose très régulièrement. C'est clair que la crise dans Shambhala, que parfois on appelle Champocalypse, ici c'est encore très vivant. Ça cause encore beaucoup de peine pour beaucoup des membres de la communauté. Et on est vraiment encore dans le processus de guerrier et d'avoir des échanges et de décider comment on veut avancer. Après, il y avait le Covid qui aussi a impacté Detschenchuling énormément, où on a dû se séparer de la part des staffs. Donc, c'était vraiment juste une petite groupe de personnes qui ont pris en charge l'entretien et la sécurité, la protection de ce lieu. Et donc, après, on a très lentement recommencé. On est de retour? Oui, Je sais pas. tu nous as quittés subitement. Peut-être c'était mon internet, je sais pas. Bon, Je sais pas. je vais reprendre. Enfin, tu te souviens à peu près où tu étais? Oui. Ok. Donc cette année, on va organiser 40 retraites internationales et en plus il y aura des niveaux d'apprentissage Shambhala, la voie sacrée. Donc il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités. Les retraites sont bien sûr avec moins des participants qu'avant. C'est des gens nouveaux, c'est des gens qui ont l'habitude de venir, c'est des gens qui se questionnent. Donc, c'est une autre atmosphère maintenant qu'il y a 10 ans. Euh, je vois qu'il y a des gens qui sont jamais partis. Je vois qu'il y a des gens nouveaux. Et je vois qu'il y a aussi un retour des gens qui sont pas venus depuis 5, 7 ans, qui Ah, se demandent, oui, qui se demandent qu'est-ce qui reste et qu'ils ont fait une coupure avec Shambhala très, ouais, et qu'ils ont fait une coupure entière avec Shambhala. Ça fait 7, 8 ans et qui sont maintenant qui retrouvent quelque chose qui reste dans leur cœur, dans leur expérience, dans les enseignements qu'ils ont reçus.
et donc qui reviennent pour tenter un niveau 1 ou pour faire Dharma Art ou pour juste avoir une expérience du Datun, par exemple. Et après, il y a aussi un groupe des personnes qui sont à peu près à mon âge et qui commencent à avoir des enfants et qui disent que moi, j'aimerais bien que mes enfants ont cette expérience. Et donc, c'est avec toutes ces personnes-là qu'on est en train de construire comment on veut que la vision Shambhala et la vision Shambhala Europe et Dechen Schuling, comment on le construit. Après, c'est aussi très clair que les centres de Shambhala en Europe et Dechen Schuling, il faut on en travaille ensemble. Dechen Schuling, c'est le centre terrestre, comme tu as dit, de la Sangha, notamment en Europe, bien sûr sur tous les Shambhaliennes, mais c'est surtout les personnes qui vivent en Europe qui viennent. Et c'est à nous de décider est-ce qu'on veut que Dechen Schuling existe comme centre retraite pour la communauté ou est-ce qu'on est OK d'avoir plutôt des centres urbains. Mais je pense que il y a une chose que tu viens de dire qui à mon avis, est fondamentale, et ça me donne un peu des idées pour Montréal, c'est de faire revenir les enfants. Hmm. Ça, c'est Oui. quelque chose qui est assez fascinant et qui, à mon avis, est essentiel. Je te laisse continuer. Oui, c'est non, je trouve qu'il y a une formation, un entraînement qui est assez fort sur la montée fondamentale, mais aussi sur l'intrépidité, par exemple, notre relation avec notre peur, notre angoisse, nos doutes. Euh, il y a des formations assez fortes qu'on reçoit. Et je pense notamment les enfants, mais les jeunes aussi, les ados sont très susceptibles à ça. Et ça fait partie aussi de leur vie. Et je pense que Shambhala a beaucoup à offrir à eux. Et ouais, moi je sais il y a beaucoup des gens que j'ai rencontrés en termes d'enfants Shambhala, avec qui je suis encore en contact, ou ça peut être aussi que je suis pas en contact avec eux pendant l'année, mais on peut dire qu'on connaît nos cœurs et on connaît nos êtres et sans avoir trop de contact en fait. Et donc c'est une expérience très très forte, je dirais. Et je me rappelle aussi l'année dernière, c'était donc mon premier été en tant que directrice à Dechen Schuling. Et j'ai assisté au rite de passage pour les enfants qui ont fait partie du Family Camp. Donc, ce sont des enfants qui ont 8 ou 9 ans et qui font ce processus, ce rituel, cette cérémonie avec leurs parents, de prendre un peu plus de responsabilité pour eux-mêmes et de lentement se séparer un peu de leurs parents. Et pour les parents aussi de reconnaître que cet enfant maintenant peut prendre plus de responsabilité. Et le même jour, j'ai aussi assisté au début des rites des guerriers. Donc, c'est une rite qui est liée au Sun Camp, c'est une retraite de 3 jours qui est menée par les staffs de Sun Camp et qui est secret. Donc, les rituels, les cérémonies sont secrets. Mais c'est donc pour les jeunes de 16 ans. Et c'est encore pour eux de vraiment se dire maintenant, je rentre dans la vie adulte. Et donc, et je me disais que c'était très très fort que notre communauté a ces rituels, ces cérémonies pour les jeunes, pour les ados, pour les accompagner et de leur faire confiance aussi et de leur montrer que en fait, on a tous tout le potentiel qu'on a besoin pour mener une vie saine et dans ce monde qui est assez chaotique et qui propose beaucoup des craintes et des peurs. Oui.
Oui, et justement, à travers l'évolution de Shambhala au niveau mondial, comment tu vois quelles sont les pistes que tu vois, je veux dire, vous simplement même entrevois pour l'évolution de nos pratiques, justement à travers ce contexte à la fois de l'évolution de Shambhala et aussi, surtout, du chaos actuel qu'il y a dans le monde, qui va sûrement pas s'arranger dans les jours qui viennent. Hmm. Euh, Moi, je vois que je pense la concentration, le point focal de Shambhala maintenant est la communauté. Et Et, c'est nous. Donc, c'est à nous de décider euh, comment on veut avancer dans l'avenir avec ces enseignements, ces sagesses qui ont été données à nous et où euh, il y a beaucoup de l'aide pour ces temps-là. On a beaucoup des instructions, on a beaucoup des pratiques pour faire face au chaos du quotidien, mais notamment aussi de notre monde qui semble de chaque jour un peu plus chaotique. Et donc il y a vraiment quelque chose que nous gardons, une trésor qu'on a. Et je pense que c'est à nous de maintenant décider, découvrir comment nous on prenne la responsabilité, comment on ose prendre la responsabilité, mais de les mettre à disposition des autres. Et d'une côté, on pourrait dire que dans le niveau 1, tout est dit. Et d'une autre côté, je pense que c'est important aussi pour nous évoluer et de voir comment les enseignements Shambhala, par exemple, peuvent être mis à disposition pour notre lutte contre la crise climatique, par exemple, pour des activistes. Comment on peut les soutenir ou comment est-ce que les enseignements Shambhala appliquent pour des gens qui ont du mal à être dans leur corps. Parce qu'on est une société maintenant qui est vraiment juste très coincée dans leur tête et dans leurs pensées, dans l'intellectualisme. Et comment revenir à la terre, comment vraiment sentir nos pieds sur la terre et comment être dans la solidarité et comment mener une famille, par exemple, aussi. Donc, je pense qu'il y a des sujets du quotidien, des sujets qui sont très importants à nos communautés globales maintenant. Et c'est important pour nous de voir comment on peut s'impliquer, comment on reste pas exclusif de tout ça. Donc, pour pas mettre des barrières ou pour se dire ça c'est Shambhala, ça se passe au centre et puis le reste de la vie se passe à l'extérieur. c'est le principe de la société éveillée, en quelque sorte, que tu remets au goût du jour. Et comment tu vois l'articulation, justement, entre les pratiques Shambhala, qui sont ancestrales, même si elles ont été un peu modernisées par Chogyam Trungpa et le Sakyong Mipan, mais comment tu vois cette interface et comment on peut faire évoluer cette interface. Enfin, on a parlé des enfants, on a parlé de la communication avec les communautés, enfin, déjà avec notre communauté, puis notre communauté, entre notre communauté et les autres communautés. Et est-ce qu'il y a une évolution à faire dans nos pratiques, tout en gardant le fond, je veux dire, mais dans la forme de nos pratiques, pour être plus accessible, je dirais, avec une population qui change de culture petit à petit au niveau mondial. Ouais, je sais pas si j'ai une réponse pour cette super grande question. Je pense que c'est une question très, très importante. Euh,
Moi, j'ai le sentiment que le premier pas, c'est toujours comment nous-mêmes, comment on se dit ça en français, c'est comment, how to manifest. Donc, comment est-ce Comment on se avec manifeste? quel, pardon? En français, c'est le même mot. Comment on se C'est le manifeste dans la même. société, oui. Oui, voilà. Donc, comment on se présente à travers des problématiques, mais aussi des joies, comment nous, on sent les enseignements Shambhala dans nous et comment on peut les présenter aussi juste avec notre être, donc sans beaucoup de mots, mais dans nos actions. Donc, moi, je dirais toujours que donc dans la vie humanitaire que j'ai menée, j'ai géré des projets assez grands avec des grandes équipes. Et donc, beaucoup, c'était des réunions, mettre tout le monde autour d'une table et comment on arrive à créer une vision commune. Comment on arrive à avoir si on a des points de vue conflictuels ou des points de vue différents, comment on peut quand même avoir une discussion sans avoir un conflit et de développer un peu de compréhension ou pour l'un l'autre, écouter, d'écouter l'un l'autre et de créer une bonne base pour travailler ensemble. Et moi, je dirais que des enseignements Shambhala et des Dorje Kasung aussi sur comment mettre un conteneur en place, par exemple, comment rester dans la simplicité, mais la dignité de nous-mêmes et auprès des autres, à travers des autres, ça m'a aidé beaucoup et ça m'a formé d'une manière de mener des situations difficiles. Après, j'ai pas toujours réussi, hein. Ça, c'est pas le point, mais c'est une attitude qui se développe, c'est comment on se présente, je dirais. C'est le bon vieux principe de la société commence par toi et moi. Hmm. Ouais, complètement. Et ouais, et c'est comment est-ce que les enseignements se traduisent dans nos interactions avec les autres, dans nos familles, dans notre travail, dans nos amitiés. Et je pense, pour moi, c'est ça la richesse de Shambhala aussi, parce que c'est dans un contexte laïque. Donc, comment on peut pratiquer ces enseignements qui sont vraiment d'origine dans une voie bouddhiste. Il y a un chemin bouddhiste complet, mais qui est adapté à notre vie. Nous, on a décidé de pas être des moines, de pas aller dans le monastère, mais nous, on a décidé qu'on va rester dans notre vie compliquée, dans nos familles, nos amitiés, notre travail, et comment on utilise tout ça comme pratique. Toi, tu le vois comment? Oui, ben, je vois du petit lait, si j'ose dire, comme on dit dans une expression bien française. C'est que ici à Montréal aussi, on a aussi mis l'accent sur la sangha parce que Mm. tout repose sur la communauté, c'est-à-dire quand la communauté elle-même devient un être vivant. C'est pas des gens séparés, c'est un peu comme les cellules d'un même corps. Chaque membre de la sangha est une cellule d'un être vivant qui s'appelle la sangha. Et c'est cette sangha qui fait le travail, en fait. Et après, ça redescend, enfin, tu l'as bien expliqué, mais qui redescend sur chacun de nous. Et voilà. Mm. Et donc, là, autant chaque être humain évolue en fonction de ses pratiques, en fonction des événements, de comment on se confronte aux événements positifs comme aux événements négatifs, comme un nouveau départ. Et finalement, quand chacun amène ça dans la communauté, ben, c'est toute la communauté elle-même qui apprend à, à faire un point de départ de tout ce qui peut surgir. Et Dieu sait qu'en ce Mm. moment, ça surgit beaucoup.
Donc, mais au contraire, je pense que c'est une opportunité parce que quand les événements sont que positifs, on a tendance à s'endormir et à penser qu'on est les meilleurs, que tout va bien. Et, et là, ça nous amène au contraire, être plus solidaires et puis à affronter ce qui se passe d'une façon constructive et non pas destructive. Mais en même temps, ça dépend aussi de nos cultures. Ici, à Montréal, on est à cheval entre deux cultures. Il y a une culture francophone, une culture anglophone. Je dis pas française, je dis francophone parce que c'est pas du tout. La culture francophone n'est pas la culture française. C'est quelque chose de spécifique qui a ses propres caractéristiques. Et, mais à Deschenschulling aussi, tu es confronté à plein de cultures. Toi-même, tu es d'origine allemande, en territoire français, appliquant une Shambhala est très teintée à la fois de culture bouddhiste, donc avec tout ce que ça suppose au point de vue Inde, Tibet, etc., mais aussi de culture nord-américaine, voire de culture japonaise à travers beaucoup de nos pratiques qui sont des pratiques issues du zen ou du shintoïsme. Donc c'est tout un mélange en essayant de tirer le meilleur de chacun. Donc tout ça, ça fait un patchwork qui est intéressant, mais qui est peut-être aussi pas facile à gérer parce que on s'enrichit de nos différences, mais en même temps, ce sont des différences. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les différences? Oui, oui, complètement. Et je pense qu'il y a aussi il y a beaucoup de changements qui a eu lieu à Deschenschulling dans ses 30 ans d'existence. Je me rappelle d'avoir, je pense, 8 ou 9 ans, quand mon père faisait partie du groupe des personnes qui ont cherché Deschenschulling quand ça n'existait pas encore. Et même là, c'était un groupe de 5 ou 6 personnes des pays différents qui ont cherché et qui ont cherché aussi dans des pays différents. Donc, Deschenschulling, maintenant, c'est en France, mais ça pourrait être aussi en République tchèque ou aux Pays-Bas, où ils ont cherché aussi en Italie du Nord. Donc, c'est un peu par hasard ou par karma, peut-être, qu'on est arrivé là. Et donc, dès le début, c'était un cadre très, très international. Et au début, je dirais que c'était plus international que français. Pour très longtemps, la langue principale à Deschenschulling était l'anglais. Et il y avait beaucoup des personnes des Pays-Bas et de l'Allemagne aussi. Et petit à petit, ça a changé. Et maintenant, je dirais que là, il y a un impact très très fort des Français. Euh, on a au moins la moitié des staffs sont françaises. On fait tous nos réunions sont menées en français et en anglais. Et tout est écrit en anglais et en français. Parfois, on a des chants. Donc là, je me rappelle d'avoir vu, ça fait 2 jours, je pense, la Lassencourt, les 4 lignes. Et en fait, on a une fichier et on a 4 langues différentes sur un seul papier. Donc, c'est toujours très présent. On a besoin de beaucoup des lieux de stockage, des placards, parce qu'on a tous les champs dans au moins 2 langues. Parfois, c'est 4 langues, parfois, c'est 5. Et donc, les langues, c'est très intéressant. Et notamment, on le voit aussi beaucoup au travers des traducteurs, donc pour le staff des programmes. Et on fait un effort qu'il y a toujours la traduction en français si les retraites sont pas offertes par un enseignant qui parle français couramment. Et après, il y a aussi des demandes pour la traduction en allemand, la traduction en espagnol, parce que c'est pas donné que tout le monde parle une autre langue assez bien pour comprendre les enseignements du Dharma. C'est bon. Et donc, euh, les traducteurs, c'est d'une valeur énorme parce qu'il met à disposition le dharma dans la langue maternelle des participants. Et moi, je suis toujours très, très impressionnée par des gens qui peuvent faire ça.
et qui font ça et que Dutch-Schuling, on peut, pour la plupart des retraites, on est en capacité de trouver aussi des gens qui sont prêts à le faire, à faire la traduction. Euh, Après, je me rappelle l'année dernière, on a eu une retraite de 5 jours. C'est une formation pour des instructeurs méditation et des enseignants. Et on a eu presque 80 personnes de 17 pays différents en Europe. Et donc là, c'est vraiment une célébration, une assemblée des cultures, des langues, des caractéristiques très différentes. Et Oui, j'ai ouais, vécu en ça fait, l'été dernier dans Denmaling pendant un Datoun, et oui. où la directrice de programme, Valérie Lorig, avait proposé de faire la dédicace des mérites, chacun dans nos, je ne sais plus si la dédicace des mérites oui, je crois que c'était ça. Et enfin, peu importe. Et chacun devait prononcer la dédicace des mérites dans sa langue. On a eu plus de 11 langues. Waouh. 11 ou Ouais. 12 langues. Ouais, c'est magnifique. Et ça a créé une énergie incroyable. Et c'est un peu ce que Oui. tu viens de raconter, enfin, c'est un peu la même expérience. Et sont des expériences très fortes. Hmm. Et il y a quelque chose à Oui, fouiller là. Il y a c'est quelque chose riche. à fouiller dans cette mise en valeur des cultures, un peu comme le patchwork dont on parlait tout à l'heure, qui est à la fois des pièces différentes, mais en même temps c'est une seule pièce. Donc il faut arriver à garder ensemble des choses différentes pour justement mettre les différences en valeur dans une œuvre commune, et non pas dans quelque chose qui nous divise. C'est ça. Et oui, je pense après, il y a aussi, il y a bien sûr des obstacles et des défis qui viennent avec ça aussi. Parce qu'après, de donner assez de place, donner assez de ressources, assez d'attention sur tous les langues, c'est presque pas possible. Et on sait aussi que si on fait la traduction dans une langue et on le fait pas simultané, ça double le temps qu'on a besoin pour faire des annonces, par exemple, ou pour mener des causeries. Donc, c'est pas son défi non plus, mais je pense que c'est une décision qui est prise aussi par toute la communauté, par la groupe, euh, qui se disent, on aimerait bien que ça soit une valeur partagée, que si possible, les gens entendent ce qu'il y a à dire dans leur langue maternelle. Euh, oui, et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'humeur. Il y a beaucoup d'humeur quand il y a des malentendus au travers des langues ou après il y a toujours quelqu'un qui chante dans une langue et quelqu'un d'autre reconnaît peut-être la mélodie mais connaît des mots dans une autre langue. Donc c'est très chaleureux aussi. Ça crée des liens. Et je sais aussi donc maintenant on a Maintenant, Sandcamp est organisé à Dutch-Schuling aussi. Ça fait, je pense, presque 25 ans maintenant. Et là aussi, on a des enfants à partir de 10 ans, 10 à 16 ans. Et parfois, il y a 4 ou 5 langues différentes. Et ça peut qu'en année, il y a beaucoup des enfants, des jeunes des Pays-Bas. Une autre année, c'est beaucoup des jeunes, des enfants d'Espagne. Et donc, il faut toujours avoir des staffs ou d'autres personnes pour assurer que ils peuvent avoir une expérience dans la langue maternelle. Donc, c'est pas sans défi. Et en même temps, on voit aussi que on peut communiquer beaucoup sans mots. En fait. Les mots, c'est qu'une petite partie de la communication et de ce qui est transmis. On apprend très rapidement qu'il y a beaucoup plus qui est transmis à travers des regards, de notre langue de corps, comment on se comporte et ouais, les actions. Et quelles sont les relations entre Deschancholing et les autres centres en France et en Europe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu comme le système des constellations, le DHGS,
est-ce qu'il y a comment on dirait, des connexions permanentes ou est-ce qu'il y a des systèmes de travail en commun? Comment vous fonctionnez au niveau européen? Euh, Moi, je suis encore en train d'apprendre aussi, donc j'imagine qu'il y a beaucoup plus de systèmes, des choses qui sont mises en place que je connais pas encore. Mais on travaille ensemble, par exemple, au travers une groupe de pratique et éducation, practice and study. Donc là, normalement, chaque centre a au moins une personne qui fait partie de ce groupe. Donc, il y a des appels réguliers où on discute des retraites qui sont à venir, des questions en commun, des questions sur le chemin de Shambhala. C'est Oui. géré par SGS, c'est Jeff Scott ou c'est un autre? Je suis pas sûre. Je sais que la dernière fois, Jeff Scott, il faisait partie, mais par contre, je sais pas si c'est organisé par Shambhala Europe ou par Jeff Scott. Hmm. Après, on a une fois par mois, on a un appel entre tous les directeurs, directrices des groupes et centres Shambhala en Europe. C'est pas toujours que tout le monde y vient, hein, mais c'est quelque chose qui est établi depuis l'année dernière et où on discute des sujets qu'on a tous en commun. Donc, par exemple, c'est quoi comment on gère la situation de membres de nos centres? Est-ce que tout le monde fait de la même manière? Est-ce qu'il y a des manières différentes? Est-ce que il y a des opportunités à l'adapter le système? Ou bien on discute qu'est-ce que vous faites pour la journée Shambhala, pour des cérémonies, des rituels. On aimerait bien travailler plus sur notre calendrier, sur notre programmation ensemble pour que on puisse se soutenir et faire en sorte que, par exemple, l'apprentissage Shambhala ou la voie sacrée, des gens peuvent voyager plus, donc faire un niveau 1 ici, un niveau 2 dans une autre ville, ou s'il y a un niveau raté, on pourrait aller dans une autre ville ou pays. Et de se soutenir aussi, de faire la publicité pour les retraites. Et ouais, C'est donc il y a... c'est le Community Council, ça Pardon? c'est le Global Community Council. Non, c'est juste nous. C'est Ah, c'est que l'année l'Europe. dernière, en fait, Oui, c'est que Europe. C'est quelque chose qu'on a organisé ici à Schurling c'est la directrice du centre de Vienne qui m'a contactée. Au début, c'était que elle et moi, et à un moment donné, on a envoyé un email à tous les directeurs des groupes et centres et on a lancé ces appels. Donc c'est encore très jeune. Voilà. Et après, je pense que ça crée quand même des liens où ça devient un peu plus facile de contacter l'un l'autre et de comprendre aussi des défis, des obstacles que des centres ont. Par exemple, il y a dans des pays suédois, danois, finnois, euh, il y a pas, en Suède, je pense qu'il y a plus d'activités, mais pour des gens dans des pays où il n'y a pas vraiment une groupe Shambhala, comment eux, ils peuvent accéder des enseignements? Si, par exemple, dans des centres aux Pays-Bas, bien sûr, la plupart des enseignements, c'est enseigné en néerlandais, en français, en français. Mais donc, s'il y a quelqu'un d'un autre pays qui veut accéder à des causeries, des enseignements, il faut que ça soit en anglais ou dans une langue qu'il comprenne. Donc, on était, dans un des derniers appels, on était sur le sujet de offrir des enseignements en ligne, mais dans un contexte européen. Et donc, c'est bien sûr qu'il y a beaucoup des aspects à considérer pour, oui, que j'imagine c'est des discussions qui ont eu lieu dans tout le mandala Shambhala.
parce que c'est quand même quelque chose de très grand de mettre en place. Mais c'est de voir est-ce que ça crée de la compétition pour les enseignements en présentiel, on le fait dans quelle langue, avec quelle enseignante, comment on crée la relation avec Shambhala Online, etc., etc. Mais donc, c'est beaucoup plus facile d'y penser en groupe et que chacun toute seule. Et j'avais un autre aspect. Euh, non, j'ai oublié. Ça va revenir. Et sinon, vous vous cantonnez à des chaînes Sholing essentiellement à Shambhala, ou vous avez d'autres activités utilisant les locaux du centre pour le faire fonctionner en fait. Mhm. Mais oui, mais donc nous, on est toujours dans la recherche et dans la discussion pour voir la durabilité de Dutch Shilling et surtout aussi l'aspect financier. Et donc l'année dernière, je pense, j'imagine que ça a déjà eu lieu avant, mais depuis je suis là, depuis l'année dernière, on a eu plusieurs retraites de location à Dutch Shilling. On a commencé avec des retraites de Karuna. Donc, c'est quand même des gens qui connaissent bien les lieux, mais qui connaissent aussi notre fonctionnement. Euh, donc, c'était une première expérience et ça a ouvert les portes pour avoir plus des discussions avec d'autres personnes, d'autres groupes de l'extérieur. Donc, c'était très bien d'avoir cette première expérience pour voir un peu les choses qui marchent bien, des choses qu'il y a à améliorer de notre part. Et donc, oui, on est en discussion sur ça. Après, c'est aussi, on a commencé à discuter d'avoir des Chinchuling comme lieu de mariage, des mariages bouddhistes, parce que en Shambhala, nous, on a quand même encore des cérémonies sur des mariages et ça, c'est pas très euh, connu, commun dans d'autres groupes de bouddhisme, si j'ai bien compris. Et donc d'offrir ce lieu pour des mariages bouddhistes, si s'ils veulent aussi avec des précepteurs, avec la cérémonie qui va avec. Et oui, mais donc c'est des essais, des expérimentations qu'on fait. Parce qu'après, c'est aussi clair que des mariages, presque tout le monde veut que les mariages ont lieu entre mai et septembre. Hmm. Bien sûr, pour le montant. Et normalement, c'est là où on a la plupart de nos retraites. Donc, c'est difficile de planifier en avance. Et comme on n'a pas une saison qui est très, très régulière avec des retraites qui commencent lundi et se terminent vendredi, par exemple, c'est pas toujours simple de organiser. Mais on a un mariage cette année et on a des locations cette année. Donc, on reste dans le mode d'apprendre et de voir si ça reste une possibilité pour nous. Ouais, c'est très symbolique là de faire des mariages pour célébrer la vie Ouais. qui s'épanouit. Oui. Vous faites ça comment à Montréal? Vous avez vos propres lieux? Oui, oui, nous sommes propriétaires de notre centre. Waouh, c'est bien. Donc ça a été un gros avantage pendant la pandémie, parce qu'on n'avait pas de loyer à payer. Oui. Et puis on a une sangha qui est très tonique. Donc bon, il y a eu quelques problèmes pendant la crise, bien sûr, la crise chambalienne, mais on s'en est bien sorti. Et puis on a une sangha qui est très active et c'est très satisfaisant, je dirais, d'avoir autour de soi une sangha qui fonctionne, quoi, qui fonctionne bien. Hmm. Oui, oui. Ah, c'est super.
Voilà, est-ce que tu voudrais aborder un autre sujet ou tu as des choses que tu souhaiterais exprimer Euh, non, non, je pense pas. Non, merci beaucoup pour l'opportunité. Je m'excuse pour mon français. J'ai toujours l'impression que à un moment donné, ça va s'améliorer et que je peux rentrer un peu plus dans la finesse des mots, des détails, des sujets qu'on a abordés. Mais j'espère que tout le monde a Écoute, pu je ne voudrais pas dire en tant que Français, mais je suis très admiratif de ton français que dans beaucoup de Français n'ont pas le niveau, donc tu devrais au contraire être fier de ta façon de parler le français parce que tu es capable de développer des idées très nuancées avec le vocabulaire qui correspond. Et tu es très loin devant l'anglais que je suis capable d'exprimer, donc je ne me permettrai pas de te faire la quelconque critique, sinon de te féliciter. C'est gentil, merci, merci. Et puis surtout de te remercier, encore une fois, d'avoir accepté de parler comme ça, surtout en Zoom, puisque le rendez-vous qu'on avait à Deschencholing, moi, je m'étais mal exprimé sur la durée, et donc on n'a pas pu faire l'enregistrement sur place. Mais donc on l'a fait en Zoom, ce qui n'est pas habituel dans notre émission, mais je voulais absolument te laisser un espace pour t'exprimer, parce que je savais que ce que tu avais à dire était très intéressant et très profond. Et je n'ai pas été déçu. Je te remercie vraiment beaucoup de tout ce que tu dis. C'est très, très inspirant. Non, merci à vous. Merci. Et merci pour la mise en place technique aussi, pour les Merci personnes à qui n'ont Léon, pas donc, vu. Oui, merci Léon. qui préside à toutes nos destinées électroniques. Voilà, ben, au plaisir de te revoir un jour ou l'autre à Deschencholing, que j'ai vu souvent. Oui, pareillement. À la prochaine. Et puis bonjour à toute l'équipe, parce que je connais quand même une très grosse partie de l'équipe de Deschencholing. Avec plaisir. Et puis peut-être aussi à faire quelques coopérations entre nos centres, notamment au niveau des retraites, etc. Donc c'est toujours intéressant. Avec plaisir. Parce que nous avons la particularité d'être le seul centre francophone Shambhala en Amérique du Nord, complètement francophone, je veux dire. Sachant que d'autres centres sont francophones. Et ici, il y a un groupe à Québec, mais qui est un groupe qui d'ailleurs, je leur rends hommage parce qu'ils font un travail extraordinaire. C'est un groupe qui fonctionne très bien. Ça prouve que Shambhala est vivant. Shambhala est vivant. Oui. Ça donne envie de se battre pour que ça fonctionne bien à travers le monde. Et plus on se connectera comme ça, plus on échangera nos façons de voir et de faire, et plus je pense ça va tisser une toile d'araignée qui devrait fonctionner. Merci donc pour ça, et merci de parler si bien français. Ça aide. C'est gentil. Oui, merci à vous et bon courage. Et merci Bon pour courage cette à toi aussi. opportunité. Au revoir.